On va voyager un petit peu. Le thème qui m'est proposé est entre nationalisme et communisme, les luttes d'indépendance au Vietnam. J'ai envie de dire que ce titre ne me convient pas parce qu'il oppose deux pôles, nationalisme et communisme. Et la question que je voudrais essayer de me poser, et vous poser en même temps, c'est de savoir s'il y a eu un lien dialectique entre communisme et nationalisme. Et c'est une vraie question, et à vrai dire, je ne suis pas sûr à la fin de mon intervention que j'aurai une réponse. La première chose que je veux dire, c'est que je veux souligner, c'est la spécificité de la révolution vietnamienne. En partant de plusieurs constatations. La première constatation, c'est que la révolution vietnamienne, c'est une chose qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, a été l'une des plus anciennes révolutions dirigées par un parti communiste dans l'histoire, finalement, sauf erreur de ma part, c'est la troisième chronologiquement après la révolution soviétique et la révolution de Mongolie. Donc 2 septembre 1945, là aussi, aspect particulièrement important, cette fois-ci plus dans l'histoire du communisme, mais dans l'histoire de la libération nationale, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment qu'on prenne la mesure de ce qui a été le caractère extraordinairement novateur et d'un certain point de vue presque aventuriste d'un petit monsieur qui s'appelait Ho Chi Minh, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, lorsqu'il proclame l'indépendance de l'Indochine le 2 septembre 1945. Je vous rappelle que c'est la date de la capitulation du Japon, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un moment où la question de la libération nationale ne se pose, bien sûr elle se pose dans beaucoup de têtes des nationalistes, mais elle ne se pose pas concrètement et comme étape immédiate. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait novateur. Et puis la troisième spécificité de la révolution, je l'ai déjà esquissé, de la révolution vietnamienne, je l'ai déjà esquissé, c'est qu'il s'agit à ma connaissance, du seul exemple d'un mouvement de libération nationale dans lequel un parti communiste a conquis l'hégémonie politique, culturelle et organisationnelle et les conserver jusqu'à aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut discuter sur l'état actuel du Vietnam, c'est un autre problème. Alors, évidemment, tout ça s'articule autour de l'itinéraire d'un homme d'exception dont je vais vous parler, puisque lui-même a en permanence mêlé dans son propre parcours, dans sa propre personnalité, dans son propre discours politique, nationalisme et communisme. Alors, je vous rappelle très rapidement, je vous apprends pour certains peut-être d'entre vous, qu'Ho Chi Minh est né en 1890 et qu'il a quitté le Vietnam en 1911, donc il était très jeune. Contrairement à certaines choses qui sont écrites sur sa biographie, il n'était pas ni universitaire ni intellectuel, il était évidemment alphabétisé, il avait évidemment des connaissances, mais ce n'était pas l'intellectuel au sens ni universitaire ni homme de culture. Mais en tout cas, sa première spécificité, c'est que contrairement à d'autres nationalistes, il ne tourne pas ses yeux vers l'Orient, c'est-à-dire en l'occurrence vers le Japon. Je me rappelle 1911, on est 6 ans après la défaite de la Russie tsariste. Il ne tourne pas ses yeux vers le Japon, il ne tourne pas ses yeux vers la jeune République chinoise, mais il tourne ses yeux vers l'Occident et il se dit il faut aller au cœur du monstre et essayer de comprendre les mécanismes qui ont permis la domination de ce monstre, de cet impérialisme français, qui domine mon pays. En 1911, l'achèvement de la domination coloniale française en Indochine est relativement récent. On rappelle qu'il a duré, comme en Algérie d'ailleurs, plusieurs décennies. La conquête a commencé en 1856 et ne s'est réellement achevée avec la fin des derniers maquis qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, donc pratiquement 50 années. Alors je vais vous dire tout de suite son nom à l'époque, qui était un premier pseudonyme, Nguyen Ai Quoc, qui signifiait Nguyen aime la patrie, donc déjà c'est un premier programme. Nguyen Ai Quoc quitte donc son pays en 1911 et va se fixer en France après vraiment visiter beaucoup de pays, alors pas comme touriste, il était tout simplement engagé comme plongeur dans les bateaux des messageries maritimes, et il a réussi comme ça aux escales. On a retrouvé sa trace à Dakar, on a retrouvé sa trace en Angleterre, on a retrouvé sa trace à New York. Donc voilà, c'est un homme qui déjà a une formation internationaliste de fait. Il se fixe donc en France en 1918 et il va adhérer très vite à la SFIO, donc au Parti Socialiste, et participer très rapidement au débat de l'adhésion à l'internationale communiste.
Donc en 1919-1920, il participe beaucoup à ces discussions. En même temps, il dira avec un certain humour par la suite, il dira moi, ce qui m'intéressait, c'était la libération de mon pays. Donc, déjà, le premier jalon, première esquisse de réponse à la question que je posais. Ce qui m'intéressait, c'était la libération de mon pays. Et donc, ces messieurs qui, à ses yeux, vous avez sans doute, aujourd'hui encore, quand on voit les images, d'ailleurs, même les participants au Congrès de Tours font un peu par politiciens de Troisième République, parfois, ils ont un petit peu ce faciès, et en plus, ils sont tous plus âgés que lui, et ces messieurs qui ont une culture politique supérieure à la mienne parlaient de choses que je ne comprenais pas. Ils parlaient de lutte des classes, ils parlaient d'internationalisme prolétarien, ils parlaient de prolétariat, ils parlaient de dictature du prolétariat, etc. Et donc, ce sont des mots que je ne comprenais pas. Mais, alors, je vais le citer, mais d'instinct, dit-il, a-t-il écrit par la suite, je me sentais solidaire de la révolution russe et de son dirigeant, mais je n'avais encore rien vu de Lénine. Aussi étais-je bien perplexe au milieu des discussions, c'est ce que je viens de dire. Et donc, Ho Chi Minh a expliqué par la suite que ce qui l'a déterminé à rejoindre les communistes, ceux qui vont devenir les communistes au Congrès de Tours, c'est la lecture de l'Humanité des 16 et 17 juillet 1919, dans lequel sont insérées les thèses sur la question nationale et coloniale de Lénine, et il expliquera par la suite qu'il a, bon alors est-ce que c'est une recréation de l'histoire, je n'en sais rien, il expliquera par la suite qu'il était seul dans sa chambre, et il vivait d'une façon très, très modeste, un passe point pour ceux qui connaissent, dans le 17e, et qu'il était seul dans sa chambre, et qu'il a commencé à sautiller en disant voilà la libération, et il dit, nouvelle citation, tout seul dans ma chambre, je déclamais à haute voix, comme devant une large foule, chers compatriotes martyrs, nous avions besoin de cela, c'est la loi de notre libération. Donc, d'emblée, je dirais que ce premier trait à souligner, c'est que l'adhésion au communisme est une adhésion, je dirais, d'instrumentalisation, en quelque sorte. Nguyen Anh Quoc cherche des alliés possibles à la future révolution vietnamienne, et donc à la libération nationale vietnamienne, et il les trouve dans les gens qui sont à ses yeux, et qui sont de fait à l'époque les plus radicaux dans la lutte anticolonialiste. Toutefois, il faut également souligner que au Congrès de Tours, bon, il y a une photo célèbre de Nguyen Anh Quoc à Tours, au Congrès de Tours, il y a très peu de choses sur la question coloniale. En fait, il y a une intervention. Il devait y en avoir une deuxième, Charles-André Julien, qui a été annulée. Bon, et finalement, la seule intervention, c'est la sienne. Or, l'intervention d'Ho Chi Minh au Congrès de Tours est une intervention qui ne porte pas sur... D'abord, il n'est pratiquement pas question ni de communisme, ni de révolution mondiale, ni d'internationale communiste. Il est question essentiellement d'aide au mouvement, au peuple vietnamien, au peuple annamite, comme on disait à l'époque, de la part de ce nouveau parti. Et dans l'intervention d'Ho Chi Minh, il n'est même pas question du tout d'indépendance nationale. La question d'indépendance ne figure pas, elle figurera bien sûr plus tard, mais à ce moment-là dans son esprit. Donc, cette lutte à l'intérieur du PCF va durer 3 années, puisqu'il va quitter Moscou, il va quitter Paris pour rejoindre Moscou en juin 1923. Et je souligne dès ce moment dans sa pensée une certaine spécificité. De ce point de vue, la lecture d'un article paru dans la revue communiste de Charles Rappaport, mai 1921, cette lecture est tout à fait passionnante, car Ho Chi Minh, donc c'est une revue éditée par le très jeune PCF, mais vous savez que ce jeune PCF, on est en mai 21, il a donc 4 mois, donc il a encore traversé beaucoup de tendances et de beaucoup d'organes d'expression. Donc dans la revue communiste, Ho Chi Minh pose la première question: le régime communiste est-il applicable en Asie en général et en Indochine en particulier? Or, la réponse qu'il fournit est aux antipodes des traditions du socialisme français et international d'avant 14 et de ce qui est en passe de devenir la vulgate communautarienne. Tout le monde, au début des années 20, parle de la révolution possible en Europe et personne ne parle à ce moment-là de la révolution éventuelle en Asie autrement que par ricochet en quelque sorte. Dès ce moment figure donc en filigrane un débat qui va longuement diviser les communistes du monde entier. Y a-t-il un centre de la révolution mondiale? Y a-t-il de ce fait une périphérie? Et le congrès de Bakou, dont Tao parlait à l'instant, a eu certes cette dimension internationaliste, mais également cette dimension
je dirais, européocentriste. C'est le moment où est affirmé un principe qui guidait déjà les socialistes et qui va guider une grande partie du mouvement communiste durant une grande partie de son histoire. Affirmation, le triomphe, et là je cite le congrès de Bakou, le triomphe des partis communistes en Occident signifiera la fin de l'exploitation des peuples d'Orient. Vous voyez, il y a donc ce lien mécanique entre forcément le centre de la révolution qui est certes l'Union soviétique, mais sa garde rapprochée la plus active, c'est-à-dire les prolétariats d'Occident, et en quelque sorte les réserves, je reviendrai sur ce mot de réserve. Alors, cette notion de réserve, clin d'œil quand même auquel personne évidemment pouvait penser. Je vous ai dit tout à l'heure que l'article d'Ho Chi Minh dans la revue communiste datait de mai 1921. En mai 1921, exactement le même mois, et peut-être même le même jour, je n'en sais rien, paraît à Moscou un article de Staline qui évoque, c'est un article qui est ensuite un article de la Pravda, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais pour les plus anciens, ça faisait partie des lectures obligées des militants des années 50 dans le célèbre ouvrage de Staline, La question nationale et coloniale. Donc Staline, en 1921, évoque les peuples arriérés. Alors, il faudrait avoir le texte russe pour contrôler la traduction. Staline évoque les peuples arriérés et les nationalités avancées. Les secondes ayant pour fonction, pour mission, en se libérant, de libérer les premiers peuples. Donc, encore une fois, on est à Bakou. Dans un autre document contemporain de cet article, Staline utilise même une expression plus significative encore. Les peuples arriérés constituent le gros des réserves de notre révolution. Et non sans un certain aplomb, est-ce que c'était un aplomb ou est-ce que c'était une naïveté, puisque je ne sais pas si Nguyen Ai Quoc à l'époque connaissait ce texte de Staline, mais Nguyen Ai Quoc, le même mois, donc on est toujours en mai 21, s'inscrit en faux contre ces conceptions. Les Occidentaux considèrent à tort, c'est lui qui parle, les Occidentaux considèrent à tort les Asiatiques comme arriérés, il emploie le même adjectif, et Nguyen Ai Quoc répond, non seulement la révolution, non seulement ces peuples ne sont pas arriérés, mais la révolution est peut-être possible plus en Orient qu'en Occident. Donc encore une fois, 1921 affirmait cela. Avec quels arguments? Citation. L'Asiatique comprend mieux la nécessité d'une réforme totale de la société présente. Et parmi les critères, l'Asie connaît depuis des siècles la mise en commun des terres, ce qui est une réalité, ne serait-ce que pour l'irrigation, le sens de l'égalité, l'amour de la paix, l'internationalisme, etc. On ne trouve absolument pas, et pour cause, la notion de rôle dirigeant du prolétariat. Et pour cause, puisque le prolétariat dans les pays asiatiques est réduit à la portion commune. Et par la suite, donc là on est cette fois-ci entre-temps, Ho Chi Minh est arrivé à Moscou, il va écrire pour l'Internationale communiste un rapport sur l'Asie. Et je vous demande vraiment d'écouter cette citation de 1924, citation qui est absolument, me semble-t-il, superbe, mais qui est déjà tout le parcours politique par la suite d'Ho Chi Minh. Citation 1924, Marx a bâti sa doctrine sur une certaine philosophie de l'histoire, mais quelle histoire? Celle de l'Europe. Mais qu'est-ce que l'Europe? Ce n'est pas toute l'humanité. Ho Chi Minh 1924. Donc, ceci peut sans aucun doute expliquer qu'il n'a pas toujours été en odeur de sainteté, donc il a été un fonctionnaire, enfin, disons un militant, même de terrain de l'Internationale communiste de l'été 23 à la révolution vietnamienne, à son retour au Vietnam en 1941, donc pendant pratiquement 2 décennies, mais il n'a jamais été un cadre, disons, très en vue pour un certain nombre de raisons que je vais vous expliquer. L'épisode le plus significatif, et à partir de maintenant je vais m'appuyer sur les travaux de quelqu'un que vous connaissez forcément, qui s'appelle Pierre Brocheux, qui a fait une biographie très importante de Ho Chi Minh, et dans lequel il explique un certain nombre de choses, en particulier sur cette période qui est la moins connue de sa biographie. Mais une chose qui est particulièrement intéressante, c'est que Ho Chi Minh, en février 1930, il est évidemment hors du Vietnam, parce que sinon vous
vous imaginez, il est condamné à mort, il est poursuivi par la sûreté française. Et ça va se passer à Hong Kong. Il va réunir les militants communistes pour créer le Parti communiste vietnamien. Donc on est en février 1930. Entre parenthèses, c'est l'un des seuls hommes de l'histoire qui a créé deux partis communistes, puisqu'il était fondateur du PCF et ensuite du PCD. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur injonction de l'internationale communiste, dès octobre, donc PCV février 1930, dès octobre 1930, le PCV, ça va se transformer en PCI, Parti communiste indo-chinois. Autrement dit, l'internationale communiste ordonne aux communistes vietnamiens, parce qu'en réalité, il n'y a pas de Khmer et de Lao dans le Parti communiste vietnamien, il va leur ordonner de s'inscrire dans la structure administrative qui a été faite par la colonisation. Donc, le caractère proprement vietnamien, et on va arriver enfin à ce qualificatif qui va le désigner, mais même à l'opprobre, Ho Chi Minh, le fait d'affirmer le Vietnam avant l'Indochine est considéré comme une déviation nationaliste. Et ce terme figure dans la revue du bolchevisme en 1932, citation, « Nguyen Ai Quoc a rendu de grands services à notre parti, néanmoins, nos camarades ne doivent pas oublier les survivances nationalistes chez lui et les directives erronées sur les questions fondamentales de la révolution démocratique bourgeoise. Il se faisait l'avocat d'une tactique réformiste et collaborationniste de classe, en prônant la neutralité envers la bourgeoisie, la paysannerie riche, l'alliance avec les moyens et petits propriétaires. On est donc là au cœur d'une divergence qui est très importante, qui aurait pu se résoudre par la suppression physique d'Ho Chi Minh. On connaît l'histoire de l'internationale communiste, il y en a eu beaucoup. Il est passé à travers les gouttes, en tout cas, il est de fait, c'est une condamnation absolument sans appel, et sur le fond de la stratégie. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'idée que Ho Chi Minh prône une alliance de classe anti-impérialiste, ce qui va devenir par la suite, c'est lui qui va gagner, qui va imposer Staline, qui va devenir par la suite le front Viet Minh, le front de libération nationale du Vietnam. Il prône donc cette alliance pour lutter contre l'ennemi principal, alors que c'est la tactique, en fait, classe contre classe qui est proposée et imposée d'un certain point de vue. Et donc, de ce fait, Ho Chi Minh va être pendant toute une période, là je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai encore plein de choses à vous dire, il va être pendant toute une période écarté des pôles de décision. On va retrouver sa trace, d'ailleurs il est véritablement un émissaire de la Révolution mondiale, mais plus, je dirais, porteur de courrier ou porteur de messages que véritablement décideur. On le retrouve en Thaïlande, par exemple. En tout état de cause, il est écarté. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir du moment où l'internationale communiste n'aura plus, à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, n'aura plus le contrôle sur un grand nombre de zones, parmi lesquelles l'Indochine, c'est à ce moment-là que Ho Chi Minh va réapparaître et il va rentrer au Vietnam en février 1941. Vous voyez, il est parti en 1911, il rentre en 1941. Pendant 30 ans, il était absent de son pays. Et donc, il rentre avec cette fois-ci la ferme décision. L'historiographie vietnamienne ne l'a jamais écrit, mais moi j'ai la conviction qu'il arrive avec la ferme décision de dire excusez-moi, merde à la ligne qu'on m'avait imposée jusqu'à présent, je veux revenir à mon idée fixe qui est celle de la création d'un front uni anti-impérialiste. Et ce n'est pas par hasard que ces principaux lieutenants sont tous de jeunes militants qui ne sont pas des piliers connus du mouvement communiste vietnamien, qui sont devenus connus par la suite, mais Rom Nguyen Giap, Pham Van Dong, Chong Chin, qui sont des gens qui sont tous à peu près trentenaires à l'époque. Donc il va s'entourer, lui, donc à une cinquantaine d'années à l'époque, il va cinquantaine d'années, je dis bien. Il va s'entourer de jeunes et qui vont épouser son thème de front uni, et donc ça va être la création du Viet Minh. Un Viet Minh, ça veut dire, en vietnamien, ça veut dire front uni pour la libération nationale. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que le fait qu'il n'ait évidemment plus, je pense que Moscou avait d'autres préoccupations que de s'occuper de l'actualité vietnamienne à l'époque, on peut dire qu'il a véritablement conquis son droit à mener sa propre stratégie, et donc c'est autour de ce Viet Minh qu'il va regrouper d'autres forces nationales, donc c'est en fait une alliance de classe, et qu'il va progressivement réussir à s'imposer et à
arriver enfin à la proclamation de l'indépendance dont je vous ai parlé. Fait qu'il faut signaler d'ailleurs, c'est que pour couronner encore, et vous allez voir, ça va lui être reproché par la suite, pour couronner encore cette unité nationale, il va avoir le culot d'auto-dissoudre le Parti communiste. C'est une chose qui est peu connue. En octobre 46, c'est-à-dire 45, octobre-novembre 45, donc 2-3 mois après la prise du pouvoir, donc il est pourtant aux manettes du pouvoir, il dit dans un esprit d'union nationale, pour éviter évidemment que toutes les forces de la réaction internationale viennent prendre le prétexte anticommuniste, nous auto-dissolvons le Parti communiste, donc indo-chinois à l'époque, et nous créons une sorte d'alliance de la pensée marxiste, enfin qui en fait il tenait tous les leviers en main. Mais c'est une chose qui va m'être reprochée, et je vais cette fois-ci être obligé peut-être d'aller un petit peu plus vite pour arriver sur la dernière période, mais c'est une chose qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir de ce moment-là, d'abord, Moscou continue complètement à ignorer la réalité vietnamienne, et même c'est assez extraordinaire, parce qu'un ancien de la Troisième Internationale prend le pouvoir à Hanoï, et Moscou ne s'y intéresse absolument pas. Et on constate une chose, c'est que la proclamation d'indépendance, je vous l'ai dit tout à l'heure, de septembre 1945, l'Union soviétique reconnaîtra la République démocratique du Vietnam en janvier 1950, c'est-à-dire 5 années plus tard. Pourquoi 1950 ? Parce qu'entre-temps, il y a eu la révolution chinoise, et qu'une fois que les communistes chinois sont arrivés à la frontière sino-vietnamienne, évidemment, le Vietnam a un lien physique avec le monde socialiste, et qu'à partir de ce moment, il est quand même devenu très difficile à l'Union soviétique de refuser de tenir compte de cette réalité. Mais elle le fait avec une certaine retenue. Il y a un épisode qui est assez célèbre, dont je vous ai dit à l'instant, reconnaissance Alors bien sûr, c'est pas le gouvernement de Hanoï, Ho Chi Minh est encore à la tête, on est en 1950, il est à la tête des maquis. L'armée française continue à contrôler les grands axes et les plaines. Mais donc, il y a un État qui s'appelle République démocratique du Vietnam. Ho Chi Minh est invité à aller à Moscou, il rencontre Staline, et l'épisode dit, la petite histoire dit que Staline l'invite dans son bureau et il a 2 chaises. Et il lui dit, camarade Ho Chi Minh, est-ce que vous vous asseyez sur la chaise des propriétaires terriens ou de la paysans pauvres ? Donc, c'est assez extraordinaire de constater que cet homme, Staline, qui est au summum de son pouvoir, et qui connaît manifestement rien à l'Indochine, dit à Ho Chi Minh, qui est dans les maquis, qui est en train de lutter les armes à la main contre l'armée française, il lui dit, et cette réforme agraire, qu'est-ce que vous faites ? Et l'orthodoxie, qu'est-ce que vous en faites ? Donc voilà, c'est le type de relation qu'il peut y avoir. Et Ho Chi Minh traîne les pieds, rentre au Vietnam, et la réforme agraire sera entreprise et se révélera d'ailleurs assez catastrophique à partir de 1953. Donc la guerre d'Indochine n'est pas terminée, c'est terminé en 1954. La réforme agraire est commencée dans les maquis, mais manifestement sur injonction, cette fois-ci, des soviétiques et des Chinois. Donc voilà, j'avais encore d'autres choses à dire, mais enfin, pour essayer de montrer, peut-être en conclusion, est-ce que cette alliance dialectique a existé ? Donc, disons que si la dialectique a existé quelque part, c'était plutôt du côté de la stratégie des révolutionnaires vietnamiens. Voilà, merci.